necessarily in a long time. Started thinking, man. Either they don't know, don't show, or don't care about what's going on. Et voilà, je pense que on est bon. Vous m'entendez les gars? Want that shit to come back to haunt you. Turned on the TV this morning. Had this shit on about living in a violent world. Xav? Ah mais Anto, tu m'entends toi? 1, 2. Ah mais voilà, enfin je croyais que j'étais tout seul. Ok, bon bah ça fonctionne. Bon bah bonsoir à tous hein. Sur bonsoir à vous les gars. Je pense que tout le monde nous entend normalement. On t'entend pas Anto. Je pense que tu t'es muté. Tu m'entends toi Antoine ou pas? Attends, bon, attends. Bougez pas, on revient, on règle deux petits soucis techniques et on est à vous.
Ok, normalement, là, ça devrait être un petit peu mieux. Ouais, moi je t'entends, c'est bon. Moi aussi, je t'entends. Ok, donc là, il n'y a pas de décalage, là, Miguel. Non, 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 là, c'est parfait, moi. Ok, bon. Ok, du coup, là, je pense que on est bon. Vous m'entendez bien, les gars. Normalement, tout le monde nous entend bien. Merci à ceux qui rejoignent le live. C'est grave cool. Est-ce que, Anto, tu peux un peu présenter comment ça va se passer un peu ce soir, là, du coup? Ouais, en termes de techno, t'es meilleur que moi, Ouais, mais je prendrai la parole sur la techno, mais ouais. en gros, on vous a préparé un petit live, un petit quiz de droits des obligations, donc on va essayer de faire ça chaque semaine. On va faire thème par thème, on va avancer en même temps que les fascicules et que les bouquins en fait. Donc là, le thème d'aujourd'hui, ça va être les négociations précontractuelles, les avant-contrats, donc pacte de préférence, et promesses unilatérales, et l'offre et l'acceptation. Et aussi, à chaque fois, on fera une ou deux questions d'application de la loi dans le temps pour toujours l'avoir bien en tête. Donc voilà, à chaque fois, il y aura une petite vingtaine de questions tous les mercredis. On va essayer de faire ça tous les mercredis. Les questions vont apparaître en fait sur votre écran. Donc si vous êtes sur smartphone ou sur PC, normalement, vous allez voir les questions apparaître. Et ensuite, vous cliquez et au plus vous répondez vite, au plus vous gagnez de points. Et au plus vous répondez lentement, au plus vous gagnez peu de points. Mais inversement, si vous répondez faux très vite, vous allez perdre beaucoup de points, alors que si vous répondez faux après avoir réfléchi longtemps, vous perdez pas beaucoup de points. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Attends, je vois dans le chat là, il y a Laetitia qui dit que la communication n'arrête pas de couper. Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'il y a d'autres gens pour qui ça bug pour savoir si ça vient de nous ou pas? Sinon, Laetitia, tu peux essayer de mettre la qualité de la vidéo, c'est en bas à droite. La petite roue crantée où tu peux régler le format de la vidéo. Ok, donc Amélie qui dit normalement ça va. Ok, du coup avant de lancer le quiz de droit des obligations, j'ai préparé un petit quiz juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, la plateforme pour pas être surpris. Juste pour ceux qui se sont créés un compte Discord, si vous voulez que votre nom s'affiche sur le score, parce qu'il va y avoir les scores qui seront affichés à la fin de chaque question, en bas à droite, normalement vous avez une petite pièce de puzzle pour ceux qui sont sur ordinateur et il va y avoir une inscription qui doit être liée à son identité ou quelque chose comme ça, donc vous acceptez l'extension et ça vous permettra d'avoir directement votre classement par rapport aux autres. Et pour ceux qui sont sur téléphone, normalement entre le chat et l'écran vous allez avoir la petite icône de l'extension qui s'appelle le Quiz Kit. En cliquant là-dessus et sur les points de réglage, vous allez pouvoir lier votre identité donc, de l'extension à votre compte Twitch. Zoé qui demande, est-ce qu'on pourra réécouter le quiz? Normalement, oui. Sur Twitch, je crois que c'est disponible pendant 14 jours, mais entre-temps, j'essaierai de mettre ça sur YouTube, si ça peut intéresser les gens. Donc oui, normalement, c'est tout à fait possible de le réécouter. Ok. Bon, je vais lancer le petit quiz d'essai pour voir combien de personnes arrivent un peu à le prendre en main. On essaiera de voir après avec les autres qu'est-ce qui bloque. Hop. Ouais, et en attendant que tu lances le truc, je propose qu'à la fin du live, on fasse un petit point sur les épisodes à venir et sur les épisodes, là, notamment celui de cette semaine, avec le format interview des gens qui ont vraiment brillé au CRFPA. Donc je pense qu'à la fin de l'épisode, on fera un petit point avec vous, vous pouvez répondre et donner votre avis dans le chat, c'est vraiment un truc qu'on veut développer. On essaie vraiment de trouver des gens qui sont vraiment bons, et là vous avez pu voir, Baptiste, il est vraiment très 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 calé, c'est un chargé de TD en plus. Il a majoré le CRFPA en pénal, il est très 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 solide. Donc on essaie de tomber sur des profils comme ça qui donnent vraiment des conseils hyper pertinents et hyper pratiques qu'on peut pas forcément trouver partout. Donc voilà, on espère que le format vous plaît parce que nous ça nous fait vraiment plaisir d'interviewer des gens aussi talentueux.
Ok, donc là vous pouvez voir les règles qui s'affichent en bas de l'écran. Donc c'est à peu près tout ce que Anthony vous a raconté au début du live. Ok, tac, alors je vais lancer la première question. Ça va être très simple pour commencer. Donc la première question que j'ai lancée là pour vous qui êtes, Anto et Antoine, c'est juste appuyer sur 1 pour voir un peu si tout le monde arrive à prendre l'outil en main. Ouais, mais moi je les vois là, les questions. Ah oui, parce que je suis en partage d'écran. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis cette semaine, j'ai mis le timer à 25 secondes. On verra après, je sais pas si pour vous ce sera assez long ou trop long ou trop court. Tac. Donc là, je vais révéler les réponses. Donc pour le moment, il y a 13 personnes qui ont réussi à jouer alors qu'on est censé être 34 personnes. Est-ce que ceux qui ont... Je relance la deuxième question. Et ceux qui ont des problèmes, est-ce que vous pouvez un peu dire quelles difficultés vous rencontrez? Comme ça, on essaie de vous aiguiller. Alors, je vais lancer la deuxième question. C'est pareil, ça va être appuyé sur quelque chose. Ah, tu ne vois pas les questions. Ça, c'est problématique. T'es sur téléphone ou sur ordinateur? Parce que sur ordi, normalement, ça s'affiche directement sur l'écran, mais sur téléphone, ça s'affiche... il faut cliquer quelque part. Ouais, il y a une petite extension. Attendez, je vais vous indiquer. Alors, est-ce qu'il y a plus de gens qui ont réussi cette fois-ci? 15 personnes et une personne qui s'est trompée, donc on est 16. Ok. Ouais, sur le téléphone, comme dit Amélie, il faut cliquer sur QuizKit, c'est la petite icône qui est un peu au milieu à droite de l'écran. Ok. Et je vais lancer la dernière question du... Là c'est pareil, c'est la dernière question. J'espère qu'il y a un peu plus de gens. Et concrètement, comme disait Anto tout à l'heure, il y a une petite stratégie à avoir sur les questions parce que si vous répondez, vous pouvez autant gagner des points comme en perdre. Donc parfois, il vous vaudrait mieux ne pas répondre pour ne pas perdre de points en fonction. Donc voilà. T'es toujours avec nous, Antoine, ou pas? T'es bien silencieux. Ok. Je pense qu'il nous entend, Antoine, Anto, ou pas? Moi, je vous entends, oui, mais... Non, mais lui, parce qu'il a l'air bien stoïque. Antoine, je crois que c'est plus dur. Ah oui, il les entend, mais je crois qu'il ne peut pas parler, peut-être. Ah, ok. Bon. Ok, donc je révèle la question 18. Ok. Ok. Pour l'instant, du coup, on est 34 sur le live. Si les autres qui veulent participer aux rencontres de difficulté, qu'ils n'hésitent pas à... Ok, maintenant, si je suis là, mais 30 secondes de latence. Mais toi, je sais pas quelle connexion tu as, toi. Ok. Est-ce que vous voulez que je relance le quiz d'essai ou on peut lancer directement le vrai quiz? S'il y en a qui ont encore des difficultés ou pas. Je pense qu'au pire, on le lance et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez le faire. Vous pouvez soit le prendre en route, soit le faire dans votre tête ou autre. Ouais. Parce que de toute façon, on va lire les questions à voix haute, donc même si vous ne les voyez pas,
pouvez l'entendre et y réfléchir par vous-même et que ça vous entraîne quand même dans tous les cas. Ouais. Et après, je pense que pour les prochains lives, on verra peut-être pour voir s'il n'y a pas des matchs. On réfléchira peut-être. Ouais, mais en tout cas, si vous avez des soucis, normalement, enfin, c'est très simple d'utilisation, donc posez la question dans le chat et on vous aidera ou les autres du chat pourront vous aider. Alors, on vous fera des petits tutos. Alors, du coup, je vais lancer ce quiz. Tac. Donc, ce soir, on en a sélectionné 18. On savait pas combien de temps ça allait durer, donc on s'est dit 18, c'était pas mal pour commencer. Tac. Ok, tac. Ok. Bon, je vais lancer la première question. Quelles sont les conditions de validité d'une offre? Est-ce qu'il faut qu'elle soit précise et ferme, claire et précise, claire ou nette, ou rien? Rien. Tac. Ok, donc là normalement le timing est terminé. Et la bonne réponse, c'était bien la réponse précise et ferme. Est-ce qu'Anto, tu peux nous en parler un peu plus, du coup? Je te laisse. Ah, carrément. Ok. Oui, en fait... C'était ta question, ça. Ouais. Bah, en fait, c'est l'article 1114 qui pose les conditions de validité d'une offre. Et la bonne réponse, c'était précise et ferme. Tac. Donc, on peut voir peut-être sur cette première salle de questions qui est en tête. Alors, voilà. Là, on peut voir que sur la première question, à chaque fois que c'est écrit contestant 18, 13 ou 25, c'est des gens qui n'ont pas encore lié leur compte Twitch à QuizKit. Donc, si vous voulez que votre nom s'affiche pour savoir qui est-ce, vous pouvez lier votre compte. Sinon, on peut voir que Amélie, Probis, Pateo, M. Sanga ou Zoé ont pu lier leur compte. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez pour les prochaines questions. Donc on va continuer sur la deuxième question. Quand on parle de ce que prévoit un contrat, on dit qu'il stipule, qu'il dispose ou qu'il prévoit. Je crois que c'est une question qui a été trouvée par Antoine, celle-ci. Donc 25 secondes pour répondre. Ok. Donc la bonne réponse c'était stipuler. Vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Donc pour rappel, c'est la loi qui dispose, mais les contrats stipulent. Pour la petite histoire, ça vient du verbe latin stipulo, qui à l'époque voulait dire l'échange de paroles entre les parties. Donc c'est pour ça qu'on a retenu en français maintenant le mot stipuler. Tac. Bon, je vais peut-être pas mettre les scores à toutes les questions. On va continuer encore un tout petit peu avant de mettre les scores.
Hop. Troisième question. De quand date la loi de ratification de l'ordonnance de réforme du droit des obligations du 10 février 2016? Audrey, je vois que dans le chat, tu ne vois rien sur ton écran quand tu cliques sur QuizKit. Tu es sur portable ou sur ordinateur? Juste pour savoir, comme ça je peux te donner un petit tuyau. Ok. Donc ici, t'es de retour, Anto? Ouais, je suis de retour. Ok, donc là on était à la question 3 sur la date de la loi de ratification. Ok. T'avais la bonne réponse ou pas, toi? Oui, je l'ai eu. Oui. C'était laquelle du coup? Je n'ai pas encore montré la réponse. 20 avril 2018 et ça rentre en vigueur le 1er octobre 2018. C'est ça. Donc un peu plus de mauvaises réponses là-dessus. Ouais. Donc est-ce que tu peux rappeler ce que tu vas me dire sur le décalage des dates du coup? Alors, en fait, vous avez, pour refaire l'historique, vous avez une première ordonnance du 1er février 2016, ou non, du 1er février 2016. Non, du 10 février Non, 2016. du 10 février 2016, Ouais. qui est rentré en vigueur le 1er octobre 2016. Et après, vous avez eu la loi de ratification, donc vous savez que quand le gouvernement prend des dispositions législatives par ordonnance, elles doivent être ensuite ratifiées par le législateur. Et donc, la loi de ratification a été prise par le législateur le 20 avril 2018 pour une entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Et après, vous avez donc normalement la plupart des articles s'appliquent une fois que soit l'ordonnance, soit la loi de ratification sont rentrées en vigueur. Mais pour la loi de ratification, vous avez des articles qui sont dits interprétatifs, qui vont s'appliquer rétroactivement depuis le 1er octobre 2016, alors même qu'ils ont été pris par la loi de ratification. Donc on reviendra de ça, on reviendra là-dessus à chaque fois qu'on fera des petites questions sur l'application dans le temps. Mais vous avez certains articles un peu pièges où ils sont interprétatifs et du coup il faut les appliquer même si le contrat a été conclu avant 2010. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Peut-être on fait un petit point score sur cette question. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été perdus là par certains joueurs. Du coup, on peut voir là sur cette question-ci, c'est Contestant 20 qui a été le premier à répondre plus rapidement. Puis sur le total des scores, on voit que c'est O2Allais qui a 61 000 points, qui devance Amélie et Contestant 21. Donc on est 23 à participer pour l'instant. Et vous inquiétez pas pour ceux qui sont en score négatif, il y a encore pas mal de questions et pas mal de points à prendre, quoi. Ouais. Et à la fin, n'hésitez pas à nous dire si au niveau de la difficulté, vous voulez que ce soit plus... si vous trouvez que c'est bien ou plus compliqué ou... Mais n'hésitez pas aussi à nous dire, ou si vous voulez plus des arrêts d'espèces, des trucs de jurisprudence récente, faites-nous vos commentaires à la fin. Ok, donc là je vais peut-être lire la question avant de la lancer, parce que Antoine me dit que je lançais un peu tôt. Alors la quatrième question. Une offre comportant un délai de validité fixé par son auteur peut être librement rétractée. Réponse A, tant qu'elle n'est pas reçue par le destinataire. Réponse B, tant que le destinataire n'a pas envoyé son acceptation. Réponse C, tant que le promettant n'a pas reçu l'acceptation du destinataire. Ou réponse D, aucune des réponses précédentes. Donc je lance la question maintenant.
Et Antoine, là, si tu m'écoutes sur Twitch, je vois que tu as coupé ton son et tes écouteurs sur Discord, donc limite rebascule sur Discord et enlève le son sur Twitch pour nous rejoindre. Tac. Ici, la bonne réponse, c'était tant qu'elle n'est pas reçue par le destinateur. Donc, encore une fois, vous êtes assez nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Peut-être, Ranto, la petite explication là-dessus. Ouais. Bah, en fait, oui, je pense que vous l'avez plus ou moins tous bien saisi. Lorsque une offre est assortie d'un délai, à partir du moment où elle a été reçue par son destinataire, le promettant ne peut plus se retirer à moins de s'exposer à des dommages et intérêts. Mais tant qu'elle n'a pas été reçue par le destinataire, c'est-à-dire que le destinataire il n'a pas connaissance de l'existence de cette offre, je peux la retirer, ce qui est logique en soi, elle n'est pas encore publiée, donc je peux la retirer. Mais une fois qu'elle est reçue, je ne peux plus la retirer ou alors je m'expose à des dommages et intérêts. Et même, bien sûr, même si je n'ai pas sorti de délai, il y a toujours un délai raisonnable pendant lequel je dois laisser l'offre sur le marché en fait. Voilà, exactement. Tac. Hop. Ok, pour la prochaine question, je vais vous la lire avant parce que l'énoncé, il est un peu long, du coup, ça ne rentrait pas dans les cases. Donc, c'est une petite histoire que Anto nous a écrit. Paul a reçu une offre à laquelle il a répondu favorablement en envoyant son acceptation stricte par lettre simple samedi soir. La lettre n'arrivera à destination que mardi. La nuit portant conseil, il regrette son choix dès le lendemain et ne souhaite finalement pas être lié par un contrat. Paul envoie donc un email dans lequel il déclare rétracter son acceptation. Cette rétractation sera-t-elle valide? Réponse A. Trop tard, Paul a accepté, il est engagé. Ou réponse B. L'email allant plus vite que le courrier, il sera reçu avant. Paul ne sera donc pas engagé. Donc, je vous lance la petite question et je vous laisse le temps de réflexion. Donc c'est Paul qui a reçu une offre samedi et il rétracte son acceptation le lendemain par mail. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien Antoine. Hein. Juste, il faut pas que tu te mettes sur Twitch et Discord, sinon tu vas avoir le son un peu en décalage parce que le temps que ça revient sur Twitch. Tac. Alors la bonne réponse c'était l'email allant plus vite que le courrier, il sera reçu avant et Paul ne sera donc pas engagé. Ici quand même 7 mauvaises réponses. Est-ce que Antoine par exemple tu as une petite explication là-dessus? Oui, le principe en droit français c'est ce qu'on appelle la théorie de la réception, c'est-à-dire que le contrat n'est valablement formé lorsque celui qui a fait l'offre reçoit l'acceptation. Donc, si j'accepte et que ce n'est pas encore reçu, que en fait je rétracte mon acceptation, avant qu'elle ne soit arrivée, là le contrat est considéré comme n'ayant jamais été formé. Et je crois que c'est l'article 1119 qui doit le dire. Et on a toute une série de jurisprudence qui vient se calquer dessus, avec les lettres reçues mais non retirées. Tout ça, il y a beaucoup d'arrêts d'espèces à regarder là-dessus. Ok, très bien, merci Antoine. Alors pareil pour la prochaine question, elle est un peu longue, du coup je vais vous la lire et pour les réponses aussi elles sont longues, du coup il faudra se fier à la lettre que je vais vous énoncer pour chaque réponse. Donc un vendeur conclut un pacte de préférence avec Monsieur A le 1er mars 2019 pour une durée de 1 an.
puis conclut une promesse unilatérale de vente sur ce même bien le 1er avril 2019. Réponse A. Le vendeur a violé le pacte de préférence et la promesse unilatérale est annulable de plein droit. Réponse B. Le vendeur a violé le pacte de préférence mais ne s'expose qu'à des dommages et intérêts. Réponse C. La conclusion d'une promesse unilatérale de vente ne constitue pas une violation du pacte de préférence. Ou réponse D. Le vendeur a violé le pacte de préférence et peut s'exposer à des dommages et intérêts ou, sous certaines conditions, à la nullité de l'acte. Donc, ici, la question traite de l'enchaînement d'un pacte de préférence et d'une promesse unilatérale. Peut-être ici, ouais. Je sais pas si... Ok. Anto, du coup, la réponse de celle-ci, puisque je crois que c'est toi qui l'avais rédigée, celle-ci. Ouais. Alors, c'était que la conclusion de la promesse unilatérale, alors qu'il y avait déjà un pacte de préférence sur le bien, ça constitue bien une violation du pacte de préférence. Donc déjà, la réponse qui consistait à dire que ce n'est pas le cas est fausse. Et après, concernant la sanction, vous savez que la violation d'un pacte de préférence expose à des dommages et intérêts, mais également si le tiers avait connaissance du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, on pourra faire annuler la vente qui résultera de cette promesse. Donc sous certaines conditions, on peut aussi obtenir la nullité. Donc c'est la réponse qui prévoyait ces deux possibilités de sanction. Ah oui, donc oui, petite précision, je vois dans le chat Sanamesh qui dit que la réponse B n'est pas à la place normale que j'ai cliqué sur autre chose. Ouais, j'aurais peut-être dû le préciser. En gros, quand on rentre les réponses, nous c'est notre réponse A, B, C, D, et c'est pour ça que j'ai mis les lettres à côté, mais c'est pas forcément sur l'organisation comme on pourrait penser, A en haut à gauche, B à droite et C et D en bas. Donc quand les réponses sont trop longues, il faut se fier oui. à la lettre qui est accolée à la proposition et pas à la position de la phrase, quoi. Désolé, ça vous a fait perdre pas mal de points, je pense. Et pour ajouter une précision, en fait, ça résulte d'un arrêt de jurisprudence qui date du 6 décembre 2018. Donc c'est un arrêt qui est assez récent, qui a un tout petit peu plus d'un an. 6 décembre 2018. Et qui avait fait pas mal, qui avait été pas mal commenté au niveau des revues de droit des contrats. Donc il est pas tombé l'année dernière, mais c'est un sujet qui est peut-être intéressant à connaître. Oui, donc je vois dans le chat pas mal de personnes qui ont perdu des points sur cette petite incompréhension. C'est un peu la première fois, donc on se tâte un petit peu. On va essayer d'améliorer tous les problèmes au fur et à mesure des lives. Alors, la prochaine question assez courte. Une promesse unilatérale de vente première proposition est une manifestation unilatérale de volonté. Deuxième proposition est librement rétractable pendant le délai d'option. Réponse C, nécessite un accord de volonté entre deux personnes. Ou dernière proposition, vos ventes. Tac, donc, qu'est-ce qui correspond le plus à une promesse unilatérale de vente ?
Donc la bonne réponse ici, c'était que la promesse unilatérale de vente nécessite un accord de volonté entre deux personnes. Et ici, petit carton, beaucoup de personnes ont répondu, est une manifestation unilatérale de volonté. Anto ou Antoine, est-ce que entre vous... Je me doutais que ça allait être piégeux sur cette question, mais c'est très très important. En fait, la promesse unilatérale, c'est un contrat. Malgré le fait qu'elle s'appelle promesse unilatérale, c'est un contrat. Si vous lisez l'article 1124, on vous dit bien que c'est un contrat par lequel le promettant promet au bénéficiaire qui accepte de lui vendre un bien, machin. Donc c'est un contrat et c'est ce qui la différencie, c'est la principale différence entre une offre de contracter qui, ça, c'est un acte unilatéral, et une promesse unilatérale que ce soit de vente ou de contrat, qui elle il y a déjà eu une première rencontre des volontés des parties sur cette promesse. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un accord des parties sur ça. Et donc ça c'est très important, c'est ce qui permet de différencier la promesse de l'offre. Et souvent, on croit que vu qu'on entend le mot unilatéral, c'est une manifestation unilatérale de volonté. C'est faux. Voilà. Ok. Donc, faire attention. Mais elle était un peu piégeuse, mais... Ouais, même moi quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je n'hésiterai pas à en faire d'autres des comme ça. Ouais. Ok, bon, Carl Bernard, tu avais posé une question pour savoir comment on répondait aux questions. A priori, tu as dû trouver... la réponse est assez facile, donc si tu as un souci, n'hésite pas pour la prochaine question. On est à la question 8, qui est aussi un peu longue, donc faites plus référence aux lettres que j'accole aux propositions. Donc, en cas de révocation d'une offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur. Réponse A. Comme dans le cas d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire peut forcer la conclusion du contrat. Réponse B. Comme dans le cas d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire ne peut pas forcer la conclusion du contrat. Réponse C. Contrairement au cas d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire ne peut pas forcer la conclusion du contrat. Ou réponse D. Contrairement au cas d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire peut forcer la conclusion du contrat. Donc, je vais répéter en lançant la question, les propositions pour que ce soit un peu plus clair. Donc la réponse A, c'est comme dans le cas d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire peut forcer la conclusion du contrat. La B, c'est comme la promesse unilatérale, il ne peut pas forcer la conclusion du contrat. Pour la C, c'est au contraire, il ne peut pas forcer la conclusion du contrat. Et pour la D, contrairement à la promesse unilatérale, il peut forcer la conclusion du contrat. Ici, la bonne réponse, c'était la réponse C. Réponse assez partagée dans le chat. Donc, contrairement à la promesse unilatérale, le bénéficiaire ne peut pas forcer la conclusion du contrat. Ouais, alors, si je peux... Ouais, vas-y, j'allais juste commenter. En laisser la parole. Effectivement, c'est encore une des principales différences entre l'offre et la promesse unilatérale. C'est que si vous allez lire l'article 1116 alinéa 2 du Code civil, c'est écrit noir sur blanc que même si on rétracte l'offre pendant le délai qu'on avait laissé, on ne peut pas forcer le contrat. On s'expose juste à des dommages et intérêts. Alors que pour la promesse unilatérale, le contrat peut être forcé. Et ça, c'est une nouveauté qui a été introduite par la réforme. Et il y a des arrêts récents de jurisprudence où la Cour de cassation, sur des promesses antérieures à 2016, mais qui a rendu des décisions postérieures à la réforme, a continué de dire que, avant la réforme, on ne pouvait pas forcer la vente. C'est-à-dire qu'elle a refusé d'appliquer le droit nouveau au contrat ancien, alors qu'il n'y avait aucun texte qui l'interdit formellement. Juste, elle a maintenu sa jurisprudence antérieure, et elle n'a pas voulu flancher face au législateur, en fait. Donc, si vous avez une promesse unilatérale qui date d'avant 2016, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation dit on ne peut pas forcer le contrat. Mais alors que le texte nouveau dit qu'on peut le forcer.
Donc pour les promesses à partir de 2016, c'est écrit dans la loi. Je sais pas si c'est clair, mais... Ouais, moi je vois ce que tu as voulu dire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, même si on n'est pas spécialiste de la matière, on peut répéter ce qu'Anto il a pu dire. Prochaine question, un peu plus littérature, je dirais, parce que la question va être, qu'est-ce qu'une polycitation ? Est-ce que ça fait référence à une acceptation ? Est-ce que ça fait référence à une offre ? Est-ce que c'est la référence à la négociation? Ou est-ce qu'une polycitation, c'est un acte synallagmatique? C'est un mot qu'on peut voir de temps en temps dans les fascicules. Je vois qu'on est assez nombreux sur le live. Franchement, merci de votre participation et de prendre du temps pour suivre ce live avec nous. J'espère que vous êtes bien installés, que ça vous plaît. Donc ici, la bonne réponse, c'était que la polycitation, c'est une offre qui est exprimée mais qui n'est pas encore acceptée. Pas mal de bonnes réponses, pas mal de gens qui étaient au fait de ce terme. Ok, prochaine question, ça va être pour la 10e question. Peut-être avant un petit point score. Allez, un petit point score. Un petit point score, là on est à mi-parcours, on est petit poil quasiment à mi-parcours. Enfin, on a passé la mi-parcours puisqu'on a 18 questions ce soir. Et la meilleure réponse a été donnée par Contestant 20. Donc pareil, Contestant 20, si tu veux... la personne qui veut dire Contestant 20, je pense pas qu'elle soit... Enfin si, elle peut voir son score, mais du coup tu peux voir que tu as été la première personne à répondre correctement à cette question. Et on peut voir qu'au niveau des scores, c'est Miguel Manivel, donc notre cher Antoine qui joue. Ah, bien évidemment, on voit que c'est pas du jeu. J'avais les questions à l'avance, donc c'est un peu de la triche. C'est totalement de la triche, par contre. Mais par contre, Contestant 20, qui performe pas mal, qui a 40 000 points sur Contestant 14, qui devance tout juste Angelina, qui est au pied du podium. Et pour les autres, n'hésitez pas, ça va venir. Et de toute manière, on est au début de la préparation, donc il n'y a pas de mal. C'est peut-être aussi le moyen de voir un peu les petites notions promesses unilatérales qu'il faut revoir, quoi. Ok, donc prochaine question. On part sur une question d'application de la loi dans le temps. Alors, en février 2011, Madame X contracte un prêt avec une banque. Puis, la banque assigne Madame X pour un litige en mai 2020. Quel sera le droit applicable? Est-ce que c'est le droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016? Est-ce que c'est le droit transitoire issu de l'ordonnance du 10 février 2016, mais antérieur à la loi de ratification? Ou dernière proposition, est-ce que c'est le droit post-loi de ratification qui s'applique? Donc, Madame X contracte un prêt en 2011, mais la banque l'assigne en 2020. Quel sera le droit applicable? Pareil, toujours 25 secondes. Aussi au niveau du timing des questions, vu que moi j'ai pas le retour par rapport à vous, est-ce que je lance trop tôt ou dans le bon timing, ou si vous voulez que je répète parfois les propositions quand elles sont longues, pareil, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Alors ici, Anto, la bonne réponse c'était quoi? Alors la question, oui, c'était le droit ancien, parce que en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la date de conclusion du contrat.
C'est l'article, si vous voulez avoir le fondement juridique, c'est l'article 9 de l'ordonnance de 2016 qui prévoit ces modalités d'entrée en vigueur en fait en fonction de la date des contrats. Et là, vu que le contrat datait de 2011, même si le litige intervient postérieurement à l'ordonnance et même à la loi de ratification, ça reste soumis au droit antérieur, sauf si c'est des dispositions interprétatives de l'ordonnance. Il y a quelques dispositions rétroactives, mais c'est très rare. Il y a par exemple l'action interrogative ou interrogatoire, je sais plus. Ça c'est des dispositions qu'on peut appliquer même à des contrats antérieurs, mais c'est très très rare. Ouais. Il y a très très peu. Ouais, c'est ça. Et je crois que cet après-midi dans le Discord, il y a quelqu'un qui avait posé une question, est-ce que l'article 9 de l'ordonnance était présent dans le code? J'ai pas vérifié, mais oui, il y est. Il y est, donc normalement il devrait facilement être retrouvable. Mais dans tous les cas, pour votre pré-majeur de cas pratique, ne serait-ce que de le citer et d'expliquer, comme tu viens de le faire, un peu comment s'enchaînent les différents textes, ça suffit. Et je ne sais pas exactement ce qu'il dit cet article, mais ne serait-ce que de le citer et de le donner, c'est large suffisant. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de points sur cette pré-question-là, quoi. Certes, il n'y a pas beaucoup de points, mais c'est un truc qu'il faut toujours faire. Bien sûr. Vous devez toujours, avant de vous lancer dans le cas pratique, vous devez toujours traiter la question de savoir quel est le droit applicable. Parce que selon la date, même entre l'ordonnance et la notification, des fois il y a des petits détails du texte qui ont changé et qui font que ça va forcément être appliqué de la même manière. Et il y en a quand même pas mal qui ont été changés par l'ordonnance, par la loi de ratification. Donc ça peut être important, et ça, il faut toujours le traiter. Même si c'est évident, il faut le traiter. Bien sûr, bien sûr. Parce que autant, comme tu dis, ça rapporte pas tellement de points, mais si elle n'est pas présente, cette majeure, ici tout de suite, c'est plus compliqué. Oui, puis en plus, ça vous oblige à vous poser la question et à pas passer à côté d'un truc. Par exemple, si vous avez un contrat qui était conclu en septembre 2016, par exemple, ou en septembre 2018, c'est juste avant l'entrée en vigueur, mais c'est toujours soumis au droit d'avant, quoi. Ok. Prochaine question un peu plus théorique, je dirais. Quel est ou sont le ou les intérêts de la distinction entre un contrat synallagmatique et un contrat unilatéral? Alors, réponse A, les règles en matière de preuve diffèrent. Réponse B, les règles en matière de force obligatoire de la Convention diffèrent. Réponse C, les règles en matière de preuve et de force obligatoire de la Convention diffèrent. Ou réponse D, il n'y a pas de réponse D. Donc, quel est l'intérêt ou les intérêts de la distinction entre un contrat synallagmatique et un contrat unilatéral? Je pense que les gens ont terminé de répondre. Donc ici, la bonne réponse, c'est que les règles, autant en matière de preuve que de force obligatoire, diffèrent. Réponse partagée sur le questionnaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en matière de preuve, notamment pour les contrats synallagmatiques, ils doivent être établis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, chose qui n'est pas le cas pour les contrats unilatéraux qui peuvent être constatés que par un seul exemplaire. Et en matière de force, de force obligatoire de la Convention, en matière de contrat synallagmatique, même si voilà, on n'est pas encore dans le thème, mais en matière de inexécution de la Convention, lorsqu'il y a une exécution de la Convention par un des co-contractants, l'autre co-contractant peut invoquer l'exception d'inexécution pour pouvoir se désolidariser du contrat, et si ça persiste, il peut demander en plus la résolution du contrat et les dommages et intérêts. Donc, je vous l'accorde que c'était peut-être pas
pas dans le thème et que ça vient peut-être un peu plus loin, mais c'est un peu les petits enjeux théoriques de cette distinction. Prochaine question aussi, encore théorique. Comment nomme-t-on un contrat qui se conclut par le seul échange des consentements et dont la validité n'est subordonnée à aucune condition de forme? Est-ce que c'est un contrat consensuel? Est-ce que c'est un contrat solennel? Ou est-ce que c'est un contrat réel? Toujours pareil, 25 secondes pour répondre. Et après, normalement, il ne devrait plus avoir trop de questions théoriques. Antoine, toi qui nous suis sur le live, est-ce que tout va bien, tout est en place, pas trop de problèmes techniques? Fais-moi ton meilleur pouce si tu m'entends. Je te réponds à l'oral, mon pouce arrivera dans 40 secondes environ. Ok. Donc ici, la bonne réponse c'était un contrat consensuel. À peu près tout le monde avait la bonne réponse, donc c'était bien le contrat consensuel. Le contrat solennel, justement, c'est celui qui est conditionné à une condition de forme. Et le contrat réel, c'est celui qui se reporte à la remise d'une chose. Donc le contrat consensuel, lui, c'est bien celui qui est conclu seulement avec l'échange des consentements. Ça, c'est une question qui nous a été trouvée par l'ami Antoine. Comment se définit un contrat d'adhésion entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018? Réponse A. Un contrat non négocié imposé par la partie forte à la partie faible. Réponse B. Un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Ou réponse C. Un contrat dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Donc, réponse A, c'est un contrat non négocié imposé par la partie forte à la partie faible. Réponse B, un contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Ou réponse C, un contrat dont les conditions générales soustraites à la négociation sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Et je vais laisser Antoine par la suite nous expliquer cette petite définition. T'es toujours là, Anto, ou pas? Je crois qu'on l'a perdu. Bon, on va continuer, il va nous rejoindre. Ah, il me parle d'une surcharge de son téléphone. J'espère que c'est pas bien grave pour son téléphone. Mais peut-être Antoine, si tu veux intervenir pour celle-ci ou pas. Ouais, la définition du contrat d'adhésion, elle est intéressante parce qu'en fait, elle se place dans un rapport de force souvent. Et elle est très utilisée dans ce qu'on appelle le contrôle des clauses. Donc, c'est pas au programme d'aujourd'hui, mais c'est l'article 1171 du Code civil. L'article 1171 dit que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif, blablabla, est réputée non écrite. Donc, en fait, c'est l'article 1171, il fait un renvoi à l'article 1110. Qui définit le contrat d'adhésion. Donc, en fait, c'est très important de bien connaître la définition du contrat d'adhésion puisque le contrôle des clauses va en dépendre. Et cette notion de contrat d'adhésion, justement, elle a évolué puisqu'entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, c'était par un renvoi à la notion de conditions générales soustraites à la négociation. Alors que depuis le 1er octobre 2018,
le contrat d'adhésion se définit comme un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Et donc, on est toujours à la recherche, dans la version actuelle, dans la version post-loi de ratification, à la recherche de cette notion d'ensemble de clauses non négociables. Un ensemble commence à partir de 2. On considère qu'il y a eu une libération un peu de la notion de contrat d'adhésion et donc une libération de la possibilité de faire un contrôle des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties. Ok, je vois que Probis Pateo a un petit souci parce qu'il ne pouvait pas répondre. Dis-moi si le problème recommence par la prochaine question. Normalement, il devrait. Peut-être c'est un petit bug de réactualisation. Dis-moi si ça t'a refait pour la prochaine question. Prochaine question, donc question 14 qui va porter sur la rupture des pourparlers. Donc on a Monsieur A qui était en pourparlers avec Monsieur B depuis le 1er janvier 2017. Et Monsieur B a rompu brutalement les pourparlers le 20 janvier 2018. Monsieur A, 2 points. Réponse A, peut obtenir la réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré, mais pas de la perte des avantages attendus du contrat. Réponse B, peut obtenir réparation de la perte des avantages attendus du contrat, mais pas de la perte de chance de conclure le contrat. Réponse C, peut obtenir réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré et de la perte des avantages attendus du contrat. Ou réponse D, ne peut obtenir ni la réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré, ni la perte des avantages attendus du contrat. Donc, je vais lancer la question, je vais essayer de répéter. Donc, est-ce qu'il peut obtenir la réparation de la perte de chance, mais pas de la perte des avantages attendus du contrat? Réponse A. Celui de la réparation de la perte des avantages attendus du contrat, mais pas de la perte de chance. Réponse B. Réponse C. Obtenir la réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré et de la perte de chance d'avantage. Ou D. Ni l'un ni l'autre. J'espère que le téléphone d'Antoine va nous revenir pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc ici, la réponse c'était qu'il ne peut obtenir ni la réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré, ni la perte des avantages attendus du contrat. Alors, pourquoi c'est Anto qui avait rédigé la question, mais peut-être Antoine, tu veux y aller ou pas? Si tu veux, mais je suis pas, c'est longtemps que je l'ai pas fait. Dans ma tête, c'est la codification de l'arrêt Consort-Proust de 1993, me semble-t-il. Et non, même pas. Consort-Proust, c'est la promesse unilatérale de vente. Non, Xavier, je vais dire des bêtises. Okay. Ce que Anto il m'a dit, c'est lui qui s'est plongé là-dedans. Alors, c'est que la réponse est à l'article 1112 du Code civil. Notons que l'ordonnance ne prévoyait que l'impossibilité d'obtenir réparation de la perte des avantages attendus du contrat. Toutefois, la loi de ratification, reprenant la jurisprudence magnifiant, a introduit dans la loi l'impossibilité d'être indemnisé de la perte de chance de conclure le contrat. Ces dispositions étant interprétatives, elles sont applicables depuis le 1er octobre 2016. Donc ici, il y a eu pas mal de mauvaises réponses sur cette question. Est-ce que ça vous paraît un peu plus clair pour ceux qui a eu notamment la réponse A, c'est-à-dire obtenir la réparation de la perte de chance de conclure le contrat espéré, et pas de la perte des avantages attendus du contrat. S'il y a un souci, ou si vous pensez que
la réponse qu'on a fournie est fausse, et si c'est fausse, ça peut arriver qu'on se trompe. Enfin, c'est même probable qu'on va être amené à se tromper durant l'été, donc n'hésitez pas si vous voyez que ça coince à un moment. T'es revenu Anto du coup? Ah, mais ton micro il est coupé. On t'entend pas, ton micro il est coupé un peu. Essaye de reparler, de désactiver et activer pour voir. Et tu me dis quand c'est bon. Ok. Encore une question qui avait été trouvée par Anto, qui aime bien les mini-cas pratiques. Alors, sur une affiche dans un supermarché, il est indiqué, entre guillemets, tomates origine France à 1 € le kilo dans la limite des stocks disponibles. Réponse A. Il ne s'agit pas d'une offre. La mention de la limite des stocks disponibles traduit l'absence de volonté de s'engager de son auteur. Réponse B. Il s'agit d'une offre et les acheteurs sont en droit d'exiger la vente même si le magasin ne dispose plus de stock. Réponse C. Il s'agit d'une offre, mais elle ne lit le vendeur que dans la limite des stocks disponibles. Ou réponse D. Une affiche dans un supermarché ne peut jamais constituer une offre car elle n'est pas faite à une personne déterminée. Je vais vous envoyer la petite question. Attends, je vais voir si Anto revient. Ici, la bonne réponse, c'était qu'il s'agissait bien d'une offre, mais qu'elle liait le vendeur que dans la limite des stocks disponibles. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments pour dire que l'offre est faite, mais justement la mention des stocks disponibles permet au vendeur de ne s'engager que dans la limite de ses stocks. Anto, je crois que je t'entends, tu t'es sûr. Ok, normalement ça devrait marcher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sur ton retour, on va faire un petit point. Peut-être un petit point score là. Alors sur cette question, El Sanga qui s'impose à 23 000 points, donc quasiment sur le bon, on va dire. Et derrière, des contestants en masse. Et pour le classement général, on a toujours notre ami Antoine qui triche à balle, suivi de contestant 20 qui tient sa pole position, talonné de Angelina. Donc c'est pas mal. Donc pas mal de contestants, je vois que vous n'avez pas encore lié votre compte Twitch à Quizkit. Pour les prochaines fois, on essaiera de voir au début du live sans souci. Et pour ceux qui sont en négatif, ne vous inquiétez pas, comme on répète, c'est le premier live, donc pas de pression. Question 16. Quelle est la nature de la responsabilité, ici de la faute lorsqu'elle est avérée, de la rupture abusive des pourparlers? Est-ce qu'elle est contractuelle ou est-ce qu'elle est délictuelle? Donc, quelle est la nature de la responsabilité issue de la faute, de la rupture abusive des pourparlers? Est-ce qu'elle est contractuelle ou est-ce qu'elle est délictuelle? Ça va, Antoine? Je crois que ton image a frisé, il est encore parti. Il me laisse seul. Mais bon. Du coup, tac, c'est presque terminé. Ici, vous m'entendez ou pas? Ouais. Bah ouais, ton image a frise, et ouais, je t'entends là. Ah merde. Mais t'inquiète pour l'image, mais je t'entends.
Ok. Oui, non, je suis toujours là. Et la bonne réponse ici, c'est délictuel, donc que des bonnes réponses. Effectivement, c'est une responsabilité qui est précontractuelle avant le contrat, mais bien entendu la nature de la responsabilité délictuelle parce qu'aucun contrat n'est formé. Bien joué. Ici, petit cas pratique encore. Je lise un petit peu. Ouais, tu peux la lire, la 17 si tu veux, ouais. Peut-être vous parler. Vas-y. Alors, Madame A et Monsieur B ont contrat en novembre 2015, alors que Madame A avait précision, l'exécution de ce ne commencera pas avant 2022. Donc Madame A aura à ce moment-là 22 ans. Que Monsieur B, se rendant compte aujourd'hui de l'incapacité de son contractant à l'époque de la conclusion du contrat, souhaite savoir ce qu'il risque et ce qu'il peut faire. Première réponse A. Le contrat est entaché d'une nullité absolue. Monsieur B ne peut rien faire. Réponse B. Le contrat est entaché d'une nullité absolue, mais Monsieur B peut conclure un nouveau contrat avec Madame A. Madame C. Réponse C, pardon. Le contrat est entaché d'une nullité relative, mais Monsieur B peut conclure un nouveau contrat avec. Réponse D. Le contrat est entaché d'une nullité relative. Monsieur B peut demander la confirmation du contrat à Madame A pour couvrir la nullité. Je vais peut-être répéter les propositions. Oui. Alors la réponse A, c'est une nullité absolue. Donc Monsieur B ne peut rien faire. C'est ça. B, c'est une nullité absolue. Monsieur B peut conclure un nouveau contrat. A. Réponse C, le contrat est entaché d'une nullité relative et Monsieur B peut conclure un nouveau contrat à A. Et réponse D, le contrat est entaché d'une nullité relative et on peut demander la confirmation. Attends, avant de lancer la question, je vais voir Antoine qui me dit que ça bug beaucoup. Ça bug beaucoup sur tout ou sur certaines parties de l'image? Ou c'est la vidéo qui bug en général, Antoine? Et même les autres, du coup, sur le chat. Même sur le son, ça saute pas mal, c'est difficile de vous. Et on a un peu d'écho, je crois. Ok, bon ben, ok, je vais essayer de voir. Ouais, ces petits soucis techniques, on essaiera de les régler pour les prochaines fois pour savoir si on doit changer en Discord ou pas. Mais j'avoue que là, je suis un peu. Je sais pas trop comment on pourrait faire. Mais bon. On débute, hein, c'est comme le premier podcast, c'est un peu la galère, mais. On se rôde un peu. Mais du coup, attends, je vais répéter la question comme ça, on est sûr que peut-être ça reviendra entre temps. Donc c'est Madame A et Monsieur B qui ont conclu un contrat de vente en novembre 2015, alors que Madame A n'avait que 15 ans. L'exécution du contrat ne commencera pas avant sa majorité. Et Monsieur B, se rendant compte aujourd'hui de l'incapacité de sa co-contractante de l'époque, souhaite savoir ce qu'il risque et ce qu'il peut faire. Donc c'est ce que tu disais, Anto. La réponse A, c'est que le contrat est entaché d'une nullité absolue et Monsieur B ne peut rien faire. La réponse B, c'est que le contrat est entaché d'une nullité absolue. Monsieur B peut conclure un nouveau contrat avec Madame A. La réponse C, c'est que le contrat est entaché d'une nullité relative. Monsieur B peut conclure un nouveau contrat avec Madame A. Ou la réponse D, le contrat est entaché d'une nullité relative. Monsieur B peut demander la confirmation du contrat à Madame A pour couvrir la nullité. J'espère qu'entre-temps, ce sera revenu. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et Antoine, je crois que ça va être c'est toi qui nous avais concocté cette petite question. Ouais. Bouge pas, je vais envoyer les réponses. Tac. Alors, la bonne réponse était la réponse D. Réponse partagée sur le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
Antoine? Alors, en fait, il y a plusieurs questions de droit dans cette question. Première, c'est quelle est la nature de la nullité qui vient sanctionner le défaut de capacité. On a une mineure, 15 ans au moment où elle signe le contrat. Ça, le Code civil le règle, que c'est l'article 1145, qui dit que les mineurs sont incapables. L'article 1128 qui dit que la capacité est une des 3 conditions de formation du contrat. Au même titre que l'objet licite est certain et que le consentement libre et éclairé. Il y avait un deuxième problème en fait de droit en fait la question du régime de l'application de la loi dans le temps qui concerne les actions interrogatoires. Anthony avait commencé à en parler tout à l'heure. Et vous savez donc que l'ordonnance de 2016 entre en application au 1er octobre 2016 jusqu'au 1er octobre 2018 exclu, puisqu'ensuite la loi de ratification qui prend le relais. Mais on a des actions interrogatoires qui ont été insérées par la réforme. Le cas de celle pour vérifier la capacité d'un co-contractant. Et donc c'est celle sur laquelle je voulais vous envoyer, qu'on appelle l'action affirmatoire, en fait, qui permet de confirmer un contrat qui est entaché d'une nullité. On a 2 autres actions interrogatoires. On en a une par rapport au pacte de préférence pour savoir si on veut se prévaloir, une concernant la qualité du représentant à agir. À la limite, ça je vous invite à aller voir, ce n'était pas l'objet du question ici. Le vrai objet de la question, c'est le contrat est signé en 2015, est-ce que je peux lui appliquer une disposition qui est pourtant née de l'ordonnance de 2016? La réponse est oui, puisque les actions interrogatoires dérogent à l'article 9 de l'ordonnance et à l'article 2 du Code civil, qu'elles peuvent être appliquées des contrats antérieurs à 2016. Parfait, parfait. C'est vrai que c'était un peu la question qui débordait sur le prochain thème, mais c'est toujours intéressant de voir ces questions. Et on va finaliser la partie, enfin ce petit questionnaire par une question d'application de la loi dans le temps. Alors, il y a un an, Monsieur Y achète une voiture à Madame P. Ce dernier vient de recevoir une assignation indiquant qu'il n'a pas payé l'intégralité du prix. Quel est alors le droit applicable? Alors, est-ce que c'est le droit antérieur à l'ordonnance 2016? Est-ce que c'est le droit transitoire? Ou est-ce que c'est le droit post-loi de ratification? Donc, il y a un an, il achète une voiture à Madame P. Et ce dernier vient de recevoir une assignation indiquant qu'il n'a pas payé l'intégralité du prix. Quel est le droit applicable? Et après, on a une petite question de Soso57130 sur le fait que est-ce que la capacité fait partie de l'ordre public? Donc ici, pour répondre à la dernière question de ce questionnaire, la réponse était bien entendu le droit post-loi de ratification. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2020. S'il y a un an que Monsieur Y a acheté sa voiture, nous étions alors en 2019 et l'assignation, il a acheté la voiture en 2019, c'est ce qui compte. Et en plus, toutes les dates sont postérieures à la loi de ratification. Pourquoi on a mis cette question dans le questionnaire? C'est que parfois, dans les cas pratiques, les dates, elles ne sont pas vraiment écrites noir sur blanc avec des chiffres. Mais c'est un peu à nous de les ressortir. Bon, c'était pas compliqué. Et c'est voilà, pour mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier de toujours mettre la loi applicable avant de commencer son cas pratique. Donc, je crois qu'on a terminé avec les questions de ce soir. Et on peut voir
les gagnants de la soirée. On peut voir que Miguel Manivel a recartonné, bien entendu. Conseil 120 qui a bien gardé le cap tout le long. Je pense que dès les premières questions, il a tenu, tout comme Angelina Kao. Mais voilà. Je sais pas, les gars, si vous voulez dire un petit mot sur le classement. Bravo à Constant 20. Et après, je pense que ça dépend. Il y en a peut-être qui avait des difficultés aussi au début, donc ils n'ont pas pu répondre à toutes les questions. C'est peut-être un peu. Je pense que ça s'améliorera au fil des lives. On va essayer de faire que ça soit de plus en plus. On va essayer déjà de régler le con. S'il y a des petits soucis techniques, je regarderai la rediffusion pour voir à quel moment ça a bugué et voir si on peut, comment on peut améliorer ça pour que ça bug le moins ou ça coince quoi. Et du coup, tu as répondu. J'ai répondu à quoi? Je crois que je t'entends mal, Lanto. Je vois tes lèvres bouger, mais je t'entends pas. Tu l'entends? Allô? Ouais, là je t'entends. Est-ce que tu as répondu du coup à la question de savoir si la capacité était dans ton public ou pas? J'ai vu qu'Antoine avait répondu dans le chat en disant Parce que j'ai pas accès au chat. Ok. De checker l'article 1147 du Code civil qui pose le principe. Donc voilà. Au pire, on vérifiera et on mettra la réponse sur le Discord. Ouais. Parce que moi, honnêtement, j'en suis pas sûr. Moi, je dirais que oui, mais. Enfin, pour le coup, l'article 1147, il est assez clair. Il y a 9 mots, même pas. La capacité de contracter est une cause de nullité relative. Ah, ok. Bon. Alors, si je suis preneur de cet argument, mais a priori. Ok. Si vous voulez, on peut discuter de 5 minutes de ce que Anto avait évoqué au début du live. Il y a encore beaucoup de monde là, j'arrive pas à voir. On est une quinzaine de personnes, donc oui, il y a du monde. Ouais, si vous voulez nous donner un peu. Déjà, vos retours sur ce premier quiz, je pense que ça c'est le plus important parce que c'est le truc sur lequel on a le moins de recul. Et bon, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais peut-être notamment sur le temps de réponse. Est-ce que c'était trop long? Parce que là, ça a quand même duré plus d'une heure. 1h20, c'est peut-être un petit peu long. Donc donnez un peu vos avis sur le chat. Ou après on puisse adapter. Sur le Discord. Ou même sur le Discord. Ouais, sur le Discord, on mettra un message en demandant des avis à ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à. Et moi je vois pas trop les messages, mais du coup, en attendant. Donc sachez qu'on va continuer là, les interviews de gens qui ont brillé au CRFPA, c'est un petit peu le thème là, des semaines à venir. On va avoir une interview en droit fiscal, normalement avec des professeurs. La note de synthèse aussi. On doit avoir... Ouais, note de synthèse, on va avoir un professeur qui va venir aussi. Droit très public, connu Antoine m'a dit qu'il allait... Le professeur. Oui, le professeur très connu du grand public. On utilisera ça en temps voulu. Antoine a trouvé quelqu'un qui est assez calé en droit public, qui a passé le CRFP à l'année dernière. Ouais. Et comme pour l'épisode d'aujourd'hui, il sera accompagné d'un étudiant qui le prépare pour lui donner la parole, quoi. Donc ça risque d'être sympa pour les publicistes. Et et on a peut-être un intervenant en droit des obligations, professeur Xavier. Ouais, il m'a confirmé, c'est juste que normalement on doit tourner mi-juillet. C'est quelqu'un qui est intervenu au CRFPA, qui connaît très bien l'épreuve et qui saura nous en parler. Donc normalement il arrivera un peu plus tard, mais ce sera peut-être concentré un peu plus sur l'épreuve, donc c'est pas bien grave. Mais on essaiera tout au long de continuer un peu et d'avoir le plus de retours d'expérience le plus vite possible, quoi. Et merci pour le message que je vois sur le chat. C'est super cool. Et si Soso, rebondis, Soso 57 130. En pénal, on a publié cette semaine en fait. Les 2 épisodes.
Donc, tu peux la retrouver sur le Discord, pardon, sur Ocha ou sur les plateformes. Bah, attends, je vais t'envoyer le lien pour nous écouter. Peut-être c'est. Parce que ouais, c'est vrai qu'on est parti du postulat que ceux qui étaient là ce soir nous écoutaient déjà, peut-être. Mais du coup, si tu me découvres ce soir, on a pas mal d'épisodes qui ont été déjà en ligne depuis le mois d'avril. Donc je t'invite à jeter un coup d'œil. Alors, Sanamesh qui parle du DIE, je pense que c'est les droits internationaux européens. Ouais. On a besoin de savoir que des gens l'ont Oui, réussi. celui-là, il va être... Je pense que oui, c'est. celui-là, il va être technique, mais on va essayer de trouver aussi. Oui, bah, c'est vrai que bah, je pensais pas qu'on avait trouvé un Publicis aussi facilement et on a réussi à mettre la main. Enfin, trouver quelqu'un qui l'a passé aussi, je pense que c'est pas trop compliqué, mais c'est quelqu'un qui l'a très bien réussi, c'est plus complexe. Et au final, en public, on a réussi. Donc, j'espère qu'on aura un petit filon sur le DIE. Mais ouais. Si vous connaissez des gens justement qui ont assuré, comme d'habitude, envoyez-les. Faut pas hésiter à nous contacter à n'importe quel réseau. Ouais, même nous, juste de nous envoyer le nom, nous on peut prendre contact, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est au moins savoir vers qui se tourner, quoi. Parce que c'est pas, parfois les matières, c'est pas évident notamment le DIE. En DIE, moi je cale un peu. Comme ça, je connais vraiment personne. Ouais. Mais en plus, je pense qu'il reste que. Non, à faire aussi, il va rester à faire aussi, peut-être après. Et ouais, procédure aussi. Ouais, dossier. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a encore quelques matières qu'on doit combler, ouais. C'est vrai. Ok. Mais bon, on avance bien. Ok. Bon, ben, si on n'a pas plus de messages, ben, on souhaite de vous revoir la semaine prochaine et j'espère pouvoir améliorer avec vous. Vraiment, n'hésitez pas à mettre dans le chat si c'est trop long les questions. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu long personnellement, mais enfin voilà, ça, je pense que c'est quand même un point qui est important. Ah oui, la difficulté aussi, peut-être. Et la difficulté, ouais. Ok. Super. Bah, merci à tous. Et bonne soirée. Si vous avez des remarques a posteriori, vous les faites dans le Discord. Bon courage. Ouais, bon courage dans vos révisions parce que là ça commence là, donc attaquez fort et de toute manière on se retrouve rapidement, quoi. Allez, ciao. Allez, on se retrouve samedi sur le Discord pour le live pénal. Samedi ou dimanche, je sais pas encore. Ouais, bon on verra ça dans le Discord. Oui. Allez, ciao. Au revoir.